Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux invités en direct dans C'est Politique. Dans quelques secondes, un philosophe, oui, un philosophe qu'on a vu en 2007 et depuis d'ailleurs, aux côtés de Ségolène Royal. Un philosophe qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense sur l'école, la laïcité, les grands sujets de politique étrangère. J'ai nommé Bernard-Henri Lévy qui est mon premier invité. Deuxième invité ce soir, la personnalité politique préférée des Français, la jeune et frondeuse secrétaire d'État au sport. J'ai nommé cette fois-ci Ramayad. Vous avez le programme. C'est parti pour 1h10 d'interviews, d'enquêtes et de reportages. Bienvenue dans C'est Politique. Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je viens de vous présenter à la seconde comme philosophe, mais c'est pas un métier ça, philosophe. C'est quoi votre vrai métier? C'est presque un métier, si, pourquoi pas. Écrivain, philosophe. Écrivain, philosophe. Oui. Et à quoi ressemble la journée d'un écrivain philosophe? Ça essaye d'écrire le plus possible, et en vérité, qu'en période d'écriture toute la journée. Et le reste du temps, ça rêve. Ça rêve, ça incube. Et ça s'engage. Et ça s'engage de quelle manière? En essayant d'aller au contact des choses, c'est-à-dire sur le terrain, en essayant de sortir de la tour d'ivoire, de ne pas rester dans ce lieu pourtant très noble, évidemment, qui est la bibliothèque du philosophe. Ça va vers les choses. Avec vos mots, on pourrait décrire exactement de la même manière un journaliste ou un homme politique. C'est vrai. Qu'est-ce qui fait la différence alors? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce que mon maître Althusser nommait lorsqu'il disait qu'un philosophe, c'est quelqu'un qui fabrique des concepts, c'est-à-dire qui aborde le réel avec un certain nombre de concepts ouvragés, technicisés, selon un mode philosophique. Mais qu'est-ce qui vous distingue d'un homme politique, au fond, Bernard-Henri Lévy? D'abord le fait que les hommes politiques, en général, n'écrivent pas de livres. Enfin, ou en tout cas, ils les font écrire parfois. Ils les font parfois écrire, et puis parfois ils les lisent quand même, et puis il leur arrive tout de même de les écrire. Donc ça, c'est une vraie différence. Et puis l'autre différence, c'est que un intellectuel ou un philosophe est totalement libre. C'est-à-dire qu'il est libre de dire ce qu'il veut, de choisir son camp et les nuances de son camp. Et on ne vous verra jamais dans un gouvernement? À jamais. Jamais conseillant un prince à l'oreille pour lui dire faites ceci, faites cela. Je l'ai fait une fois, j'ai conseillé une fois un prince à l'oreille, il s'appelait Alija Izetbegovic et c'était le président de la Bosnie assiégée et bombardée. C'est la seule fois où j'ai fait exception à la règle que je me suis fixée il y a maintenant une trentaine d'années, qui est en effet de rester libre et libre de dire ce que je pense sur les uns et sur les autres. Eh bien, on va voir ça. On est ensemble pour près d'une heure. Bernard-Henri Lévy, votre portrait, c'est l'un des classiques de l'émission, signé Nicolas Robida. Dandy mondain, rentier mégalo, BHL agace, mais sa longévité fascine. 30 ans que sa gueule très cathodique incarne la philo aux heures de grande écoute. Dire que d'un côté il y a le marketing, que d'un autre côté il y a l'édition, que d'un côté il y a la pensée, que d'un autre côté il y a de l'audience, je dis que ce type de démarche est une démarche méprisable. Ce qui s'est passé dans ce siècle. 1977, la télé invite les nouveaux philosophes. La France découvre un jeune agrégé ambitieux. Bernard-Henri Lévy a 28 ans, un look et un programme qui va vite l'éloigner des amphis. Qu'elle soit de droite ou qu'elle soit dite de gauche. Je ne crois pas beaucoup à la mission des intellectuels et je ne crois pas beaucoup à la force des idées et je ne crois pas beaucoup à la puissance de la philosophie. Je crois que c'est quelque chose d'assez misérable, d'assez infime et que le peu de choses que peut faire Internet, c'est d'être vigilant. Alors BHL prend le train de l'humanitaire en marche. Un jour au Cambodge, avec Médecins sans frontières. Le lendemain au Pakistan, toujours avec les caméras. J'ai voulu témoigner physiquement et concrètement de ma solidarité avec le peuple cambodgien. Toutes les causes sont bonnes, celle des faibles en Géorgie ou au Darfour, celle des forts derrière Tsahal. Les crises du siècle, façon roman photo, jusqu'à Sarajevo. Que fait l'Occident pendant ce temps? À quoi pense-t-il? À quoi joue-t-il pendant que s'accomplit à ses portes ce massacre des innocents? Pour alerter l'opinion, le philosophe montra une liste aux européennes avant de se retirer. Fin du chapitre politique. Retour au people. Saint-Paul-de-Vence, Ariel Dombal, de la Bosnie à la Côte d'Azur. L'opinion s'amuse, BHL en rajoute. Torse nu avec Alain Delon, son grand film fait flop.
Après la gloire, le temps des doutes. Je crois qu'il y a probablement une cohérence entre tout ça qui vous échappe, oui. Mais y a-t-il un BHLisme? La réponse se trouve peut-être dans les 1300 pages de son dernier livre. Allez, retour sur le plateau de C'est politique après donc ce rapide portrait. Quand vous revoyez ces images, pas 30 ans, 28, 30 ans, vos différents combats, à quel moment avez-vous eu le sentiment d'être le plus utile, politiquement le plus utile? Oh, ça dépend. La Bosnie, sûrement. Enfin, plus utile. Vous savez, les gens comme moi sont partagés entre le désespoir et la colère, parfois de ne pas être plus entendus, et de temps en temps le sentiment d'être entendu. La Bosnie, c'était ça. On avait affaire à un Occident découragé, munichois, qui ne voulait pas s'engager. Et puis, au bout de 3 ans, il y a eu enfin ce sursaut. Voilà. Alors, on oscille entre les deux. Aujourd'hui, sur la Chine, hier sur le Darfour, il y a le sentiment de parler dans le désert, et puis parfois de servir à quelque chose lorsque une parole arrive à destination. Un homme en colère, c'est une bonne définition pour vous ou pas de ce que vous êtes, tout simplement? Ça dépend des circonstances, mais je suis en effet je suis pas en colère tout le temps. Hein. La colère permanente, c'est pas non plus. Il m'arrive aussi de rire, il m'arrive d'être heureux, il m'arrive de. Mais lorsque quelque chose m'indigne, en effet, je le dis et je le dis aussi fortement que je le peux. Et ça depuis 30 ans et je n'ai pas changé. La cohérence de ce que je fais, dites-vous, dans l'une des archives qu'on a vues, vous échappe sans doute. Personnellement, elle m'échappe aussi. Comment vous la définiriez en quelques mots, cette cohérence de votre parcours? En quelques mots, elle m'échappe aussi. En quelques mots, c'est très difficile. Du coup. Non, la personne qui a fait le portrait l'a très bien dit. Il a dit qu'il faut 1300 pages pour l'expliquer. C'est vrai. C'est ce dernier livre. Ma cohérence politique, elle est très simple. C'est les valeurs qui m'ont été inculquées dans ma famille et qui sont les valeurs de l'antifascisme. Ça, c'est la cohérence politique. La cohérence philosophique, c'est d'essayer de prendre au sérieux la question du mal. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Et la cohérence personnelle, la chemise blanche. On l'a vu à travers les âges, hein, là. Mais c'est tellement réducteur de dire ça, et c'est tellement, ça m'étonne de vous, Nicolas Demorand, c'est tellement caricatural. Ben, vous êtes habillé en blanc, vous l'étiez déjà, bon, ben voilà, oui, quoi. Mais c'est quoi, c'est un logo? C'est tellement pas important, surtout, c'est tellement pas important. Essayons plutôt de parler vraiment politique. Votre émission s'appelle C'est politique et pas C'est le look ou c'est la chemise blanche. C'est la chemise blanche. Continue avec le zapping politique de la semaine. 4 événements à la une, choisis par Nicolas Robida. Visite historique de Nicolas Sarkozy en Haïti. Visite éclair aussi 4 heures à Port-au-Prince et un chèque de 326 millions d'euros. L'aide internationale devra être massive, devra s'inscrire dans la durée, mais c'est aux Haïtiens et à eux seuls de définir un véritable projet national. Ça chauffe dans le Poitou. Un élu socialiste compare les jeunes populaires aux jeunesses hitlériennes. L'UMP dénonce la dictature royale. Et il perd un peu les pédales, là. Faudrait qu'il se ressaisisse, monsieur Bussereau, pour que le débat politique régional soit à la hauteur de ce que les gens attendent. À quoi joue Goldman Sachs? La banque américaine qui spécule aujourd'hui contre l'euro aurait discrètement aidé la Grèce à retarder le remboursement de sa dette. Il faut savoir, si ça a été du maquillage de compte et si ça a été légal ou pas, à l'époque où ça a été fait. Et si ça a été légal, il faut s'interroger pour savoir si c'était propice pour la stabilité, probablement non. Et dans ce cas-là, comment on peut éviter, ou si on a déjà pris les mesures, pour éviter que ça se reproduise. Démonstration de force en Afghanistan. 15 000 soldats à l'assaut de Marja, bastion taliban et grenier à opium. Nom de code de l'opération Moustarak, ensemble. Nous allons combattre ensemble, on va se retrouver main dans la main. Afghans, alliés, soldats, population, gouvernement afghan et tout le pays. Et voilà donc pour ces 4 sujets à la une de l'actualité. On aurait pu mettre le suicide de Jean-Pierre Trébert en prison, on aurait pu mettre les Jeux Olympiques aussi, mais on s'est dit qu'un philosophe ne s'intéressait ni aux faits divers, ni au sport. On a eu raison, j'imagine. Sur le sport, vous avez raison, oui. Et sur les faits divers? Pas forcément. Pourquoi? Vous regardez ça quand même de près?
Oui, vous savez, il y a un philosophe qui s'appelait Michel Foucault et qui parlait des faits divers comme de sécrétion du temps. C'est les sécrétions du temps et ça en dit souvent très long sur le temps. Alors, repartons en Haïti. C'était le premier sujet de ce rapide zapping. Nicolas Sarkozy pour une visite à la fois historique et très courte, 4 heures. C'était important pour le président de la République française d'aller là-bas? Ça aurait été important d'y aller mieux. Et je trouve qu'il y a quelque chose de choquant, en effet, dans ce voyage éclair. Sarkozy a fait là, en Haïti, ce qu'a fait Bush au moment de Katrina. C'est-à-dire l'aller-retour express, sans le geste symbolique fort qu'on aurait attendu d'un président de la République française. On n'a même pas eu le sentiment qu'il avait quitté la France. Il est arrivé à l'aéroport, il est allé à l'ambassade, il est passé par le lycée français et il a fait une rapide escapade au Champ de Mars. C'est de la France à la France en passant par Port-au-Prince. Et je trouve que c'est pas bien. Face à, étant donné les liens entre la France et Haïti, étant donné la dette et étant donné surtout l'énormité de ce qui s'est produit là, on attendait davantage d'un président français. Est-ce qu'Haïti est devenu un protectorat américain à la faveur, si j'ose dire, de cette crise? Évidemment non. Et ceux qui entretiennent cette polémique, je trouve, spéculent sur la misère des gens d'une manière qui n'est pas décente. Les Américains ont fait vite. Et c'est formidable comme ça, et on n'est pas en train de se disputer des parts de marché de misère comme les banquiers de Goldman Sachs sans partage d'autres. Donc voilà, il faut sortir de cette idée. Ça c'est le vieil anti-américanisme français qui ressort, qui ne perd jamais une occasion de se manifester et qui s'exprime par ce genre de considération. Non, les Haïtiens sont un peuple sinistré, naufragé, c'est la capitale mondiale de la douleur. On n'est pas de trop Français et Américains au chevet de ce peuple. Ségolène Royal en campagne dans sa région Poitou-Charentes, on ne la voit plus à l'échelle nationale, elle reste dans son terroir ou son territoire, comme elle dit. Vous continuez à la voir, vous qui l'avez soutenue pendant la campagne présidentielle de 2007? Je continue absolument à la voir, oui, bien sûr. Vous la conseillez? Non, je ne la conseille pas, mais je la vois. Il peut aussi y avoir des relations d'amitié qui se tissent entre des intellectuels. Ça n'a plus rien de politique? On parle de politique, naturellement, mais enfin, il n'y a pas de... J'ai pas grand-chose à lui dire sur la campagne de Poitou-Charentes, mais non, l'important, c'est que je la vois. Sur la France. D'abord, en effet, je la vois, mais surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que vous êtes incroyables, vous autres, les journalistes. Quand elle parle trop... Ah, vous dites Ségolène Royal, c'est la folle de Chaillot, les meetings de la fraternité, etc. Quand elle parle plus, on dit tiens, elle a disparu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle aurait quitté les radars? Vous inquiétez pas, elle va gagner haut la main sa bataille de Poitou-Charentes et vous risquez de la revoir dans le débat national. Et vous pensez qu'elle reste la meilleure candidate socialiste pour les élections présidentielles ou pas? Je pense qu'elle reste ce qu'elle était, c'est-à-dire très bonne, avec un caractère en acier trempé, avec des convictions fortes, avec un peu de l'héritage de François Mitterrand, et je pense qu'elle peut vous surprendre. Oui, mais alors c'est quoi l'héritage de François Mitterrand? C'est le sens tactique, la manœuvre, c'est ça? Pas seulement, c'est une certaine conception de la noblesse de la politique, parce que chez Mitterrand, il y avait le sens tactique, mais il y avait aussi l'idée que la politique était chose noble, qu'il y a une noblesse de la politique, et en ces temps où on la voit dans le ruisseau, où on la voit galvauder, avec des petites phrases par-ci, des petites saloperies par-là, l'héritage de François Mitterrand, dont ferait bien de se réclamer ou de se souvenir davantage nos amis de gauche, c'est l'héritage, l'idée de cette noblesse de la politique. Vous la voyez présidente de la République? Bien sûr. Je la voyais président de la République en 2007. On peut tout à fait imaginer qu'elle le soit en 2012, naturellement. Allez, Goldman Sachs, du nom de cette banque qui semble être à la manœuvre, il faut être très prudent, qui semble être à la manœuvre dans la crise de l'euro. Il gagne toujours, Goldman Sachs. Pour répondre à ce que disait Christine Lagarde, il y a eu triche. Et deux, cette triche était d'une certaine manière légale. Autrement dit, on a affaire là, avec ces grands banquiers d'affaires américains ou autres, à une espèce de forme devenue folle de la finance, une finance devenue diabolique, qui est plus forte que les lois, qui est plus forte que les gouvernements, et qu'il faut trouver le moyen d'arrêter. Ça, c'est un vrai problème. Pour la gauche et pour la droite, c'est ces pratiques financières qui vont au-delà des bonus, au-delà de toutes ces histoires-là.
c'est les plus brillants des cerveaux de la finance, avec une aptitude incroyable à tourner les réglementations qui leur sont opposées. Et là, il faut que la communauté internationale et les gouvernements reprennent l'avantage. Les grands discours sur la moralisation du capitalisme, la régulation, le plus jamais ça ne se passera plus comme avant, etc. Ça a fait pchit pour l'instant, d'après vous? Ça a fait pchit, et en France et aux États-Unis, bien sûr, parce qu'on n'a pas pris les mesures qui convenaient. La seule manière de faire face à ce capitalisme immoral, c'est une autorité internationale. C'est-à-dire que on rêve de voir, je ne sais pas, soit le FMI, soit la Banque mondiale, soit une nouvelle institution ad hoc capable, sinon de réguler, du moins de sanctionner cette espèce de marché spéculatif devenu fou. Parce que si on compte sur la morale des gens, monsieur le philosophe, ça suffira jamais? Je crois que ça ne suffit pas. Ça dépend. Il y a eu, dans l'histoire du capitalisme, il y a eu des grandes figures morales. Je me rappelle ce banquier dont Jacques Attali avait fait la biographie, Warburg, il avait le souci du bien public. Vous avez un homme comme George Soros qui a été un spéculateur de la pire espèce il y a une vingtaine d'années. Qui faisait chuter les monnaies, qui a dézingué la livre sterling et qui aujourd'hui a une vraie idée du bien public et qui est prêt à le prouver comme il l'a fait à l'avant-dernière élection américaine. Donc bien sûr qu'il y a des financiers, des capitalistes qui sont capables de se hisser au-dessus d'eux-mêmes, mais ils ne le feront pas tout seuls. S'il n'y a pas des institutions et des institutions transnationales, ça ne marchera pas. Alors on peut imaginer... Je me rappelle, il y a très longtemps, il y avait un grand écrivain autrichien qui s'appelait Franz Werfel qui rêvait d'une académie des savants et des poètes, je crois, dans les années 30. On pourrait imaginer aujourd'hui une espèce d'académie mondiale de la finance, stigmatisant les uns, comme il y a une académie Nobel, montrant du doigt la vertu des autres, et en tout cas ne laissant pas se faire ces pratiques incroyables. Ce qui s'est passé en Grèce et qui est peut-être en train de se passer en Italie et qui s'est peut-être passé au Portugal, c'est insensé. Les contribuables des grandes démocraties ont renfloué Goldman Sachs et avec cet argent-là, on est en train de ruiner l'euro et par conséquent de foutre à terre la construction européenne. C'est pas pensable. Alors, puisque vous parlez de prix Nobel, Barack Obama, prix Nobel de la paix, fait la guerre en Afghanistan. C'est le dernier sujet à la une de l'actualité aujourd'hui pour nous. C'est la vraie guerre, là, ça y est. Oui, mais il a dit les choses dans son discours de Stockholm, dans son discours d'acceptation du prix Nobel. Il a dit « La guerre est détestable, mais il y a des guerres justes ». Ça, c'est la ligne de Barack Obama. Et en Afghanistan, la guerre est toujours détestable, et en même temps, il y a des guerres qui se livrent pour la liberté et contre l'obscurantisme et le totalitarisme. C'est le cas de la guerre en Afghanistan. C'est l'avis de Barack Obama, puisque vous en parlez, et très modestement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Il faut parler avec les talibans ? Il faut négocier avec eux, il faut les faire rentrer dans le jeu politique? Ah, je ne crois pas. Les faire rentrer dans le jeu politique, certainement pas. Non. Négocier, obtenir leur reddition, les isoler, comme je crois on est en train de le faire, parce qu'il y a beaucoup de discours alarmistes sur la situation en Afghanistan. Moi, je crois le peuple afghan beaucoup plus mûr qu'on ne le dit, les talibans beaucoup moins enracinés qu'on ne le prétend, et cette guerre menée par l'armée afghane avec ses alliés, beaucoup plus gagnable qu'on ne l'imagine. Mais l'idée qu'il y aurait des talibans modérés... Tous les politiques disent ça aujourd'hui. Il y a les bons talibans qui sont en fait nationalistes et puis il y a les autres qui sont les mauvais talibans. Le hasard fait que j'ai passé une partie de l'après-midi d'hier avec Abdullah, cet ancien compagnon du commandant Massoud et rival à la présidentielle d'Hamid Karzai, et qui va présenter des candidats aux prochaines législatives. Je peux vous dire qu'Abdullah ne dit pas qu'il y a des talibans modérés. Il sait que parler de talibans modérés, c'est comme parler de staliniens modérés autrefois ou de nazis modérés encore plus tôt. Les talibans sont des hommes qui sont partisans de l'humiliation des femmes, de leur ségrégation, d'un ordre totalitaire. Une guerre totale. Pas une guerre totale, une guerre. Et c'est pas une guerre totale qui a lieu en Afghanistan. J'étais il y a quelques mois en Afghanistan avec Hervé Morin. Et je peux vous dire que ce n'est pas la guerre totale. La guerre totale, c'est autre chose. Il m'est arrivé de la voir sur d'autres théâtres. Les vraies guerres totales, les guerres d'annihilation, c'est pas ça. Là, vous avez une armée qui fait du nation building, qui s'occupe aussi de construire des écoles, qui s'occupe de construire des routes. C'est pas une guerre totale. Mais en revanche, limiter
au maximum faire reculer les talibans, naturellement oui. Un philosophe en politique, à quoi ça sert? Vous l'avez compris, c'est la question qu'on se pose ce soir. Et pour nourrir le débat, l'analyse d'un journaliste qui aime autant les livres que la politique. Il ne parle pas la langue de bois. Je parle, moi, de Philippe Tesson, que Romain Clément et David Lemarchand sont allés rencontrer. Dans l'action, non, je pense pas. Je pense pas que ça soit la place du philosophe de s'investir dans l'action politique. En revanche, plus que jamais, et parce que le monde va vite, oui, bien sûr, le philosophe doit s'investir dans la réflexion politique, qui doit être présent politiquement, puisque ça me semble conforme impérativement même à sa mission, qui est de comprendre le monde et de tirer de cette compréhension dans la mesure du possible, une vérité et une sagesse. Je ne connais pas aujourd'hui de ce qu'il est convenu d'appeler de grands philosophes, à l'image de leurs ancêtres, même leurs ancêtres les plus récents. Mais il y en a quand même. Et on pense immédiatement, évidemment, parce qu'il est le plus apparent d'entre eux, on pense tout de suite à Lévi. Je crois qu'une pensée comme celle de Lévi, une réflexion comme celle de Lévi est indispensable au renouvellement de notre propre compréhension du monde. Alors si j'ai un léger reproche à faire à Lévi, c'est d'être trop souvent, de s'abaisser trop souvent, c'est une tentation humaine, à ce rôle de commentateur. Et voilà donc l'analyse faite par Philippe Tesson de ces relations parfois un peu compliquées entre la philosophie et la politique. Vous êtes trop souvent commentateur, dit-il? C'est possible, oui, c'est vrai, peut-être. Mais en même temps, vous savez, c'est Sartre qui parlait d'une philosophie en situation, qui parlait d'un journalisme devenu le genre majeur de la philosophie, un journalisme transcendantal, comme disait un autre philosophe, un de ses successeurs, Michel Foucault. Donc je ne sais pas, la philosophie en même temps, vous me posiez cette question en commençant, elle se fait sur la place publique, elle se fait dans la rue, elle se fait sur le tonneau de Billancourt, elle se fait sur l'agora, comme disaient les Grecs. Voilà, alors il faut aussi de temps en temps, ce que j'essaye peut-être de faire, peut-être pas assez, il faut aussi pour savoir prendre du recul, naturellement. Est-ce que vous pensez que les hommes politiques aujourd'hui réfléchissent de moins en moins, sont de moins en moins cultivés et finalement n'ont plus vraiment de relation avec le monde intellectuel? Écoutez, ils sont peut-être aussi cultivés qu'autrefois, mais disons qu'ils le montrent moins. Il le montre moins. Vous pensez à quelqu'un en particulier ou à quelques-uns en particulier? Je pense à la plupart. Je trouve que par rapport à l'époque, on parlait tout à l'heure de François Mitterrand, j'ai pas un culte particulier pour François Mitterrand, mais enfin tout de même, ça avait une autre allure. Le débat se situait à une autre hauteur sans même aller jusqu'au général de Gaulle. Mais ça, c'est le problème. C'est pas la question des hommes. On vit dans une société sans mémoire et sans futur, qui est réduite au règne de la petite phrase, et donc voilà, donc ça donne parfois ce degré zéro de la chose politique. Vous aviez dit il y a quelques mois, Bernard-Henri Lévy, que le PS, le Parti Socialiste, était mort. Quelques mois après, le pensez-vous toujours? Oui, bien sûr. Il est mort? Oui, je pense, bien sûr, il est mort. Alors, il est mort, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de gagner... une élection Non, de gagner des élections régionales, de gagner des mairies, etc. Mais mort, ça veut dire deux choses. La première, c'est qu'il ne pense plus vraiment, ou en tout cas souvent dans la confusion. Et je pense surtout que s'il n'a pas l'audace de se fondre, c'est ça que je disais il y a quelques mois, dans un ensemble plus vaste, avec les centristes, avec les amis de Daniel Cohn-Bendit, je pense qu'il ne gagnera pas la présidentielle. Pour battre Sarkozy, c'est pas Martine Aubry toute seule comme une grande. Vous ne trouvez pas qu'elle a réactivé le Parti Socialiste? C'est ce que semble dire un certain nombre de sondages et d'observateurs. Je pense que c'est quelqu'un de très bien, qui vient de donner des signes, y compris récemment, de cette vraie qualité. Mais une hirondelle, fût-elle Martine Aubry, ne suffira pas à faire le printemps d'un socialisme renouvelé. Les partis politiques, vous savez, c'est des formes, c'est des véhicules. Et puis il y a des moments où les véhicules sont épuisés, comme des chevaux fourbus, il faut en changer. Moi, c'est mon avis. Je crois qu'en 2012, pour battre Sarkozy, il faudra
une grande formation comme les, je ne sais pas, les démocrates aux États-Unis, où il y a la place pour diverses sensibilités, ce qui a failli se faire d'ailleurs à la dernière présidentielle. Et donc la chose éthique TPS, ce sera pas ça. Il faut inventer une nouvelle forme politique. La chose éthique TPS, elle était bonne à l'époque où il y avait une chose éthique TPC et où ça donnait le programme commun de gouvernement. Aujourd'hui, la donne a changé. Alors les gens... Mais ça, c'est la maladie des appareils. Les gens qui tiennent les appareils ne veulent pas voir comment le monde change autour d'eux. Et pourtant, il change. Quand vous voyez un François Rebsamen ou Gérard Collomb, deux socialistes, maire de Dijon, maire de Lyon, aller rendre visite à Georges Frêche en Languedoc-Roussillon, alors que un cordon sanitaire a été mis autour de Georges Frêche par le Parti socialiste, ça vous évoque quel commentaire? Ça m'évoque exactement ce que je vous disais là, c'est la boutique contre l'éthique. La boutique contre l'éthique, voilà. C'est des gens qui, pour sauver un fauteuil, pour sauver une région, sont prêts à vendre leur âme et celle de leur parti. Avec Georges Frêche, aujourd'hui, ce qu'est devenu Georges Frêche, il n'y a pas d'accommodement possible si on est un homme de gauche. C'est un raciste, Georges Frêche, un antisémite? Non, c'est pas un raciste et c'est pas un antisémite. Mais traiter deux harkis de sous-hommes, c'est du racisme. Dire de Fabius qu'il n'a pas une tête très catholique, c'est pas possible. Alors, Georges Frêche se rattrape, enfin s'explique en disant mais c'est comme ça qu'on parle dans les bistrots. Sauf que la politique, c'est pas le bistrot. Et l'honneur des politiques, c'est précisément de parler une langue noble, adaptée à cette chose noble que doit être la chose politique. Georges Frêche n'est pas dans ce cas-là. Il y a des propos qui ont été tenus et qui sont inacceptables. Et quand Pierre Moscovici dit, bon, pragmatisme, si Georges Frêche se qualifie pour le second tour et qu'il se retrouve face à l'UMP, je voterai sans doute pour lui. Voilà ce que dit aujourd'hui un Moscovici. Eh ben, c'est ce que disait il y a 10 ans ou il y a 15 ans une partie de la droite républicaine à propos du Front National. Au nom du pragmatisme, alors ils ont été endigués, dans la même région d'ailleurs probablement, il y a des gens qui étaient prêts à perdre leur âme au nom du pragmatisme. Alors il faut dire à M. Moscovici que la vertu, elle n'a pas qu'un tour, la vertu c'est 2 tours. On doit être vertueux au premier tour, on doit être vertueux au deuxième tour. Et si ça coûte au Parti Socialiste son grand chelem, comme on dit, si ça lui coûte une région, eh bien je pense que cette région perdue, elle l'honorera. Voilà. Et ce genre de raisonnement pragmatiste, c'est avec ça que la SFIO autrefois et le Parti socialiste aussi se sont déconsidérés. Les socialistes, rappelez-vous quand même, il faut avoir un peu de mémoire. C'est le parti de la guerre, des pleins pouvoirs à Guy Mollet pendant la guerre d'Algérie. Il y a une histoire sombre aussi de cette gauche française. Et elle va jusqu'au Languedoc-Roussillon et en 2010 aujourd'hui. Elle va. Les moments sombres de l'histoire d'un courant politique, qui sont toujours là, comme une espèce de source souterraine et qui de temps en temps ressurgit. Georges Frêche, je ne sais pas ce qu'il est, mais c'est un symptôme. Et c'est un symptôme de cette vieille mauvaise gauche, de cette gauche de droite, de cette droite, comme je l'ai écrit. La droite. Oui, bien sûr, de cette droite de gauche, de cette gauche de droite, bien sûr. Georges Frêche, aujourd'hui, il parle comme un Le Pen à peine amélioré, et au nom du même argument. Parce que quel est le raisonnement? C'est on en a marre de la langue de bois, d'accord? Au nom du fait qu'on en a assez de la langue de bois, on laisse sortir du bois les pires infamies et ce qu'il y a de plus nauséabond dans le fond, dans le marécage d'une société. Bien sûr qu'il y a ça dans la société française, mais c'est le devoir des politiques, justement, de l'endiguer. Ou alors la politique ne sert à rien. Sur l'identité nationale, le débat a été enterré en grande pompe. Dieu merci. Dieu merci, dites-vous. C'était un mauvais débat, il ne fallait pas l'avoir, il ne faut pas parler de ces sujets-là. D'abord, bien sûr qu'il faut en parler, mais ce n'est pas à l'État de décider de quoi il faut parler, de quoi il ne faut pas parler. L'idée même d'un débat d'État, c'est une contradiction dans les termes. L'État qui dit aujourd'hui top chrono commence le débat, il s'arrêtera à telle date top chrono et on ramassera les copies, c'est pas la démocratie, premièrement. Et deuxièmement, dans la manière dont le débat a été formulé, il y avait quelque chose de putride. Et quelque chose de putride qu'on a retrouvé d'ailleurs dans les réponses. Tous ceux, et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy a eu bien raison, a été sage d'enterrer ce débat avant qu'il ne soit trop tard. On a vu remonter une telle boue, y compris dans la bouche de certains ministres, Nadine Morano,
par exemple, qui a tenu des propos inacceptables, là encore. On a parlé de Georges Frêche tout à l'heure, mais Georges Frêche, Nadine Morano ou Brice Hortefeux, c'est la même chose. C'est cette espèce de fond de racisme soi-disant gaulois qui revient à la surface avec une complaisance ahurissante. Et ça, ce qui a ouvert les vannes, c'est ce débat sur l'identité nationale. Donc, Dieu merci, c'est terminé. Maintenant, le travail n'est pas fini. Il reste encore une chose. Pour ceux qui ont eu raison de ce débat, il reste la question du ministère qui devait y présider, le ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Il faut casser cela, ce petit « et » là, entre l'identité nationale et l'immigration, ce « et » là, je pense qu'en effet... Il faut fermer ce ministère ? Il faut en tout cas le rebaptiser, bien sûr. L'idée même d'associer l'identité nationale à l'immigration, c'est quelque chose d'extraordinairement dangereux qui est de nature à ouvrir la boîte de Pandore. On est dans une société qui, comme toutes les sociétés d'ailleurs, est hautement inflammable, avec des passions à vif. Et là encore, le rôle des politiques, c'est de contenir ces passions-là. Identité nationale et immigration, laisser planer jusque dans l'intitulé même d'une institution ce soupçon-là, c'est une infamie. Et c'est une infamie depuis 2 ans et demi maintenant. Sur l'école, les profs se mobilisent aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy. Ils sont dans la rue pour un certain nombre d'entre eux, inquiets de ce qui se passe dans les établissements scolaires, notamment en banlieue parisienne, faits divers, faits de violence. Ils réclament plus de pions, plus de surveillants, bref, plus de personnel pour pouvoir tout simplement faire leur boulot. Vous, l'agrégé de philo normalien, vous qui avez fait cette trajectoire scolaire-là, est-ce que vous leur apportez votre soutien ? Évidemment. Évidemment que je leur apporte mon soutien. Et au-delà, je trouve que ce qui se passe là, ces profs qui vont enseigner la peur au ventre, qui n'osent pas se tourner vers le tableau noir parce qu'ils ont peur de recevoir non plus une boule puante comme autrefois, mais un coup de cutter, c'est impensable. Et c'est d'autant plus impensable que on parle de quartiers, ces fameux territoires perdus de la République, où à peu près tout le monde est parti. Où les commissariats sont barricadés, où les commerces ferment, où les postiers, les facteurs eux-mêmes ne viennent plus parfois donner les allocs aux familles parce qu'ils ont peur d'être agressés. Donc les professeurs sont les derniers représentants de la République et représentants de l'institution à y être et à être en première ligne. Et ils le font avec, je trouve, un très très grand courage, une très très grande dignité. Il faut leur donner les pions, il faut leur donner les surveillants. Luc Châtel dit on va vous donner des états généraux. Voilà, ça c'est pas possible. On peut pas. Voilà des professeurs qui disent nous sommes dans un état nous sommes en première ligne de quelque chose qui pourrait, ce qu'à Dieu ne plaise, ressembler à une guerre civile. On leur dit états généraux. C'est pas possible. Alors c'est vrai que la solution elle est globale. Il faut ce fameux plan Marshall pour les banlieues. Mais celui-là, il est au placard. On préfère le Karcher. Le Karcher, ça coûte moins cher que le plan Marshall. Ça, c'est sûr. Alors on préfère de temps en temps envoyer quelques policiers. Ça coûte beaucoup moins cher que ce plan Marshall, sans quoi il y a toute une partie du territoire qui va se déliter. Et nous avons des professeurs qui sont les derniers. C'est plus les hussards de la République, comme disait Péguy, c'est les derniers témoins de la République dans certains cas. Donc il y a une vraie grandeur dans leur attitude et il y a quelque chose de scandaleux dans la façon dont ils sont livrés à eux-mêmes. Donc revaloriser la fonction des enseignants, les soutenir dans leurs demandes et au-delà de l'école, en effet, ce plan Marshall pour les banlieues qui sont le trou noir de la société française. Justement, ce plan Marshall était une promesse de campagne de Nicolas Sarkozy. Oui. Depuis 2 ans et demi qu'il est au pouvoir, comment vous, le philosophe, analysez-vous, on va dire, la manière dont Nicolas Sarkozy fait de la politique et fait son job de président ? Ça dépend sur quel terrain. Il y a des choses il faut être honnête. La crise financière de l'année dernière, par exemple, il est honnête de dire qu'il l'a gérée avec intelligence, sang-froid et une énergie sans quoi peut-être le système se serait désagrégé ou serait allé vers plus de désagrégation.
Sur des terrains comme celui-là, par exemple, en effet, il ne tient pas ses promesses. Il s'est fait élire sur l'idée qu'il y aurait un plan Marshall pour les banlieues. Moyennant quoi, je vous répète, il y a des zones entières du territoire français qui sont abandonnées eux-mêmes. Alors, ils s'en fichent, mais la classe politique française, d'une manière générale, s'en fiche. Et sur le fait qu'il n'y a plus globalement de Premier ministre, les ministres eux-mêmes sont réduits au rôle de super conseillers, que tout le pouvoir passe par lui, ça c'est une nouvelle pratique, peut-être nouvelle dans le sens où elle est assumée. Peut-être que ça fonctionnait déjà comme ça, mais en tout cas il y avait respect des apparences. Je crois que ça a toujours fonctionné comme ça fonctionnait déjà comme ça du temps de Giscard d'Estaing, ça fonctionnait comme ça du temps de Pompidou. Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de nouveau là. Non, ce qui est intéressant plutôt dans l'exercice du pouvoir par Sarkozy, c'est sa gestion du temps. C'est-à-dire qu'on est maintenant installé dans une espèce de temps court, de temps de l'immédiateté absolue, le temps on a l'impression d'avoir affaire à des âmes sans mémoire, voilà, avec une espèce de politique de l'essuie-glace, une nouvelle chassant l'autre. Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens de cet anoblissement de la chose politique dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez votre ami Bernard Kouchner ou pas depuis qu'il est ministre? Je ne l'ai plus vu. Si, je l'ai vu une fois depuis qu'il est ministre, oui. Vous le trouvez en forme ou pas? Non, je ne le trouve pas en forme, mais je ne le trouve pas en forme et surtout je suis navré pour lui. Parce que Bernard Kouchner, c'est une légende, c'est un vrai moment de l'histoire de France des 40 dernières années. Le concept de devoir d'ingérence est une très grande chose, et être réduit à ce rôle de figuration auquel il est réduit aujourd'hui me semble navrant. Moi, je m'attendais à ce que, en effet, sur des causes qui nous étaient chères à l'un et à l'autre, je pense par exemple au Darfour, ou je pense à la question des droits de l'homme en Chine, je m'attendais à ce que lui, au Quai d'Orsay, ça change quelque chose. Lui, au Quai d'Orsay, ça n'a rien changé. Pas changé grand-chose. Il joue les utilités. C'était vraiment pour l'affichage et la bonne prise de guerre au temps de l'ouverture en début de mandat. Oui, bien sûr. Il y a une cruauté du système Sarkozy. Donner à gérer la question de l'immigration et de l'identité nationale à un ancien socialiste, Éric Besson, c'est d'une cruauté insigne, naturellement. Réduire Kouchner à ce rôle en effet, ce rôle falot, cette politique qui n'est pas la sienne, ces expulsions d'Afghans avec lesquelles il dit être en désaccord, mais enfin qu'il entérine tout de même par sa présence au gouvernement, il y a là quelque chose qui frise le sadisme. Vous disiez, et on en parlait tout à l'heure, que le Parti socialiste, comme parti, était sans doute aujourd'hui un astre mort ou une forme politique morte et qu'il fallait en inventer une autre. Est-ce que le socialisme, c'est-à-dire l'idéologie ou la philosophie politique qu'il y a derrière, c'est même diagnostic, à savoir diagnostic vital réservé? Ça, c'est pas nouveau. Ça, je le pense depuis très très longtemps. Le socialisme comme tel... oui, enfin, si on donne aux mots leur sens, naturellement, je crois que c'est fini depuis très très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce parti n'en finit pas d'agoniser. Il faut autre chose, il faut inventer autre chose. Ça ne sera plus le socialisme. De toute façon, on a changé de monde avec la chute du mur entre la révolution cambodgienne et la chute du mur de Berlin. Il y avait une espèce d'astre fixe qui était le communisme, qui a été une chose majeure dans l'histoire du XXe siècle, qui était la planète principale, autour de laquelle tout le reste s'organisait et tournait. Dès lors que le communisme s'est effondré avec armes et bagages, c'est-à-dire et dans les esprits et dans la géographie, tout le reste a implosé autour. Alors on vit dans un univers décomposé, avec des bribes, des astéroïdes ici ou là, dont notamment le Parti socialiste. Et qu'est-ce qui peut remplacer alors, si le socialisme comme philosophie ou comme idéologie est également mort, qu'est-ce qui peut le remplacer? C'est l'écologie, l'avenir du socialisme? Écoutez, l'écologie, ça dépend. Le souci de l'avenir de la planète, etc., naturellement. L'écologie comme vision du monde, je crois pas.
Je ne crois pas. Attention, la planète va mourir, etc. La culpabilité. D'autant plus qu'il faut faire attention aussi. Il y a beaucoup de gens qui, dans la mouvance écologiste, qui ont un petit côté Philippidus le prophète quand même, qui nous annonce la fin du monde à partir d'une information et à partir d'un matériau scientifique tout de même sujet à caution. Il y a chez les intégristes, sans parler du fond philosophique, cette espèce d'intégrisme vert qui a des raisons aussi de faire peur. Vous le décririez comment, cet intégrisme vert, parce que les mots sont forts? Par exemple, la haine de la technique. L'écologie, ça peut être deux choses. Soit la haine de la technique, ça c'est la mauvaise écologie, soit au contraire un surcroît de technique pour remédier aux méfaits de la technique. Ça, c'est la bonne écologie. C'est évident que pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, pour réduire les nuisances des industries les plus polluantes, il ne faut pas retourner en arrière, il faut aller en avant. Et il faut des inventions scientifiques et technologiques qui permettent de maîtriser ces effets fous de la machine et de la technique. Alors l'écologie à venir du socialisme ou pas? Est-ce que c'est ça ce qui va, ou ça en fait partie? Bon, je crois que ça en fait partie, mais que ça ne sera pas le dernier mot, en effet, du progressisme entre guillemets. Pour que la gauche renaisse, il faut qu'elle se débarrasse d'un tas de trucs. Il faut qu'elle se débarrasse, par exemple, de son anti-américanisme pavlovien, l'idée que tout est la faute à l'Amérique. Il faut qu'elle se débarrasse de l'idée que le libéralisme est l'ennemi. Autant je suis partisan d'une sévérité impitoyable à l'endroit des voyous de Goldman Sachs. Autant dire que le libéralisme serait l'ennemi en tant que tel, c'est une bêtise. C'est tourner le dos à toute une partie de l'héritage de la gauche. C'est tourner le dos aux socialistes utopistes du XIXe siècle, à Delacroix, à Gavroche, et ainsi de suite. Voilà autre chose. Donc, ça veut dire, par exemple, renouer avec l'internationalisme. On ne peut pas être progressiste, on ne peut pas prétendre représenter une alternative politique en tournant le dos à l'Europe. Or, vous avez aujourd'hui toute une fraction de la gauche qui est souverainiste, c'est-à-dire anti-européenne, c'est-à-dire à peine un peu mieux que nationaliste. Donc, il y a là un vrai travail idéologique à faire sur des chantiers essentiels dont je crois que c'est beaucoup plus important que d'aller rendre hommage à Georges Frêche. Qui pour porter ce travail-là, Bernard-Henri Lévy? J'en sais rien. Oh si, allez-y. Mais si, vous êtes libre. Non, vous pouvez parler. Bien sûr, je peux parler, mais je crois d'abord que ça n'est pas la question principale. Que non, parce derrière quel Kazakh partir au combat? On verra bien, et je crois surtout que ça ne dépend pas d'une personne, c'est un travail collectif, c'est le travail de la société sur elle-même. C'est pas, je ne veux pas vous dire c'est Ségolène Royal ou c'est Dominique Strauss-Kahn ou Martine Aubry. C'est pas ça le problème. Le chantier est tellement énorme, le chantier idéologique, que ça ne se jouera pas dans des rivalités d'appareils. Encore une fois, l'éthique, pas la boutique, la politique, pas la boutique. C'est les histoires des histoires d'appareils, c'est pas le problème. Une dernière question, Bernard-Henri Lévy, avant de vous remercier, de vous saluer, de vous dire au revoir. Pourquoi vous restez de gauche? Parce que c'est ce que j'ai cru entendre tout au long de cet entretien. Parce que je suis de ceux qui... Vous avez des cheveux blancs, là, normalement vous pourriez, vous savez, la vieille loi sociologique qui dit on démarre à gauche et on finit à droite, vous pourriez basculer, là? Oui, écoutez, c'est peut-être une loi sociologique. D'abord, je suis pas si sûr, c'est trop facile. Mais surtout, non, parce que je reste persuadé que l'injustice, que l'oppression, c'est pas l'ordre du monde, que c'est un scandale, parce que j'ai des réflexes qui sont les mêmes qu'il y a 30 ans. Quand je vois, je ne sais pas, par exemple, on n'en a pas parlé, l'animalisation de la vie politique, la réduction de l'adversaire à une espèce de créature... Oui, là vous parlez de l'anti-sarkozysme virulent. Oui. Vous parlez de cette image où on voit Dominique de Villepin tenir un petit cochon? Par exemple. En disant, devinez qui c'est? Oui. Alors qui que ce soit, parce que c'est très intéressant cette séquence-là. Villepin s'est donné beaucoup de mal pour nous expliquer depuis quelques jours que c'est pas celui-ci qu'il pensait, mais à celui-là. Mais à qui qu'il pense? Comparer un humain à un petit cochon, de toute façon, c'est une infamie. Que ce soit Sarkozy ou que ce soit un autre. Donc, voilà le genre de choses qui, moi, me choquent très, très profondément et qui
et qui font que je reste de gauche. C'est pas la peine de nous parler de Lautréamont et de se jucher sur Rimbaud pour finir avec une Charlotte et un petit cochon entre les bras, en disant devinez à qui il me fait penser. Est-ce qu'il n'est pas mignon? Merci en tout cas Bernard-Henri Lévy d'avoir été notre invité ce soir. De la guerre en philosophie, papier d'identité, les pièces d'identité, pardon. Oui, les titres de papier d'identité, c'est les policiers. Oui, c'est ça. Voilà, les pièces, c'est écrivain vos papiers. Exactement. Non, pièces d'identité. Ce sont les titres des 2 livres donc que vous publiez chez Grasset. Merci de nous avoir rendu visite dans ces politiques. Dans quelques instants, la seconde invitée de l'émission, Ramayad, l'une des personnalités politiques préférées des Français. D'ici là, l'enquête de la semaine sur les lobbies à l'Assemblée nationale et au Sénat. Alors on leur prête un pouvoir d'influence absolument démesuré dans la fabrication des lois. Opération transparence, donc désormais les lobbies auront des badges. Enquête signée Agathe Lanté, Jean-Pascal Bublex et Stéphane Despiau. Le temple des lois ouvre officiellement ses portes aux lobbyistes. C'est une petite révolution. Depuis 3 mois, l'Assemblée nationale autorise l'accès à ce qu'elle a pudiquement rebaptisé groupe d'intérêt. Voilà, mon badge de représentant d'intérêt officiel avec les règles d'or pour les représentants d'intérêt. Formidable. Donc maintenant, je peux, si je respecte les règles, rentrer quand je veux à l'Assemblée nationale. C'est quoi les règles? Les représentants d'intérêt doivent s'abstenir de toute démarche en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux. Donc je n'ai pas le droit de proposer des contreparties illégales aux députés contre les informations que j'arriverai à obtenir. Bonjour monsieur. Bonjour, pardon. Des abus, il y en a eu, beaucoup trop. Alors l'Assemblée a décidé, comme au Parlement de Bruxelles, d'encadrer le travail des lobbyistes. Quel est votre travail quand vous lobbyiste? Excusez-moi, vous ne pouvez pas interviewer quelqu'un d'autre qu'un député. Il y a maintenant une liste officielle, 106 lobbies accrédités, et voici le président de la nouvelle commission chargée d'attribuer les badges. C'est vous qui avez laissé les marchands du temple rentrer? Il s'agit ni de temple ni de marchands. Nous sommes ici dépositaires de l'intérêt général, mais l'intérêt général, il n'est pas une abstraction. Cela implique d'écouter des gens qui sont porteurs de centaines, voire de milliers d'emplois, qui ont des préoccupations, qui ont des soucis pour exporter, pour produire, et c'est pas illégitime que ces gens-là puissent s'exprimer ici à l'Assemblée. Le lobbying consiste à soit intervenir auprès des députés qui sont porteurs d'un amendement ou d'un projet de loi pour essayer de finalement les faire aller dans le sens de l'intérêt général que je représente au niveau des industriels ou des PME, ou alors ça va être un travail de fond que je vais faire pour pouvoir les voir régulièrement et dans la durée, et essayer de leur expliquer l'impact sur l'économique, le social, les territoires, d'un certain nombre de réformes qu'on pourrait entreprendre dans le numérique. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Voici comment un texte, a priori social, qui propose comme ici d'aider les plus démunis à payer leurs factures d'eau, se révèle être le travail des lobbies. Cette proposition de loi est adoptée. Parti du Sénat, le texte doit maintenant être voté à l'Assemblée. Sur le terrain, le lobbying a déjà commencé auprès des députés. Et ce travail se mène souvent en dehors du Parlement, dans les colloques comme celui-ci. Tout le monde se connaît, politiques et acteurs de l'eau. Cette femme, par exemple, elle est présidente d'une association, mais surtout directrice de com de Veolia, qui gère avec Suez toute l'île de France. Voici quelqu'un qu'elle connaît bien, un ministre. Au début, bon, vous savez pas trop. Au début, heureusement que parfois on a un fond de prudence, mais une fois qu'on connaît son petit monde, qu'on sait qui est qui, et qu'on est un peu rentré dans les dossiers par soi-même, c'est pas trop difficile. Merci. Mais c'est surtout au début qu'il faut, quand vous ne savez pas. Vous savez, Madame Ghislaine Yerceau, que je la connais, moi, je la connais depuis longtemps. Qui est présidente d'une... Jean-Luc Touly, le torpilleur des lobbies de l'eau. Mais à partir du moment où c'est clair. Oui, vous savez, mais tout moi, j'ai aucun problème avec ça. Ancien cadre de Veolia, il est aujourd'hui militant anti-corruption. Moi, c'est une conférence, une rencontre parlementaire en plus, organisée par l'entreprise privée Veolia, principalement, avec un élu qui est un élu de UMP du Pas-de-Calais, M. Flageolet, qui a été le rapporteur de la loi sur l'eau. Tout ça est sponsorisé
par des entreprises, enfin par une, en l'occurrence Veolia. Ces relations que nous constatons depuis des années, qu'on peut soit qualifier de mafieux si on n'est pas gentil, et c'est mon cas, soit de relations étonnantes, quoi. Il y a une proximité, ce qu'on appelle le lobbying. Ben, le lobbying, il est quasiment au Parlement. Dans la salle, le colloque porte sur l'aide aux plus démunis, justement. Mais ce qui intéresse en fait les lobbies, c'est comment éviter les impayés. Alors tout le monde est d'accord pour une aide, mais qui va payer? Sûrement pas les entreprises qui gèrent l'eau, défend cet homme. Il se présente au nom de la Fédération française des eaux, mais il est surtout numéro 2 de Veolia. Il y a des initiatives parlementaires qui sont prises et ça nous semble à nous, entreprises de la Fédération, être une excellente mesure que l'on attend effectivement depuis un certain temps. Voilà, je m'arrête là. Merci, monsieur Rochon. Nous sommes nous qu'un compagnon de voyage. Est-ce que vous arrivez en tant que compagnon de voyage à faire entendre votre voix et à décider des directions aussi? Pas dans tous les domaines, mais on s'y emploie bien entendu, ça fait partie de notre rôle. Et parfois ça paye, comme la proposition de loi sur l'eau déposée par ce sénateur. Il y aura bien une aide pour les plus démunis, mais payée par le contribuable. Les délégataires, eux, comme Suez ou Veolia, pourront se contenter de faire des dons. Et il fallait le mettre, l'unanimité. Tu vas me voter, tu vas pas me faire. Il dit qu'il n'y a pas les délégataires. C'est l'unanimité. Si. Mais le sénateur Cambon ne serait-il pas le meilleur des lobbyistes? Car il a une deuxième casquette. Il est aussi vice-président du syndicat des eaux d'Île-de-France, le premier marché d'Europe. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Parlementaire et vice-président du CEDIF, pas de souci? Non, au contraire, je pense que ce que je vis dans cette responsabilité du CEDIF que j'exerce en tant que maire, eh bien, elle me sert justement, on en voit la concrétisation aujourd'hui, elle me sert dans une avancée sociale. Aucun conflit d'intérêt? Comment y en aurait-il, puisque de toute façon, j'y suis en tant qu'élu. Ça avance un peu, non? Bientôt fini. Du bon travail en tout cas. Le texte a même séduit Chantal Joanneau qui pourrait proposer à son ministre de tutelle Jean-Louis Borloo de l'inscrire dans la loi Grenelle 2, votée par les députés cette fois, d'ici 2 mois. Et retour sur le plateau de C'est Politique avec notre second invité. Bonsoir Amayad. Bonsoir. Secrétaire d'État au sport, on est très heureux de vous recevoir ici à Paris, mais pourquoi vous n'êtes pas à Vancouver? Mais parce que... pour les JO, là, c'est votre sujet. Pourquoi vous n'y êtes pas? C'est mon sujet, mais on se succède avec Roselyne Bachelot, qui est jusqu'à présent. Et puis ensuite, moi, je Elle est la première semaine, voilà, et vous la et moi, j'ai la seconde. deuxième. Voilà, comme ça, on assure une présence interministérielle continue. Mais c'est pas une punition Quoi? de pas avoir été à la cérémonie d'ouverture, Ah non, pas du tout, parce de représenter la France dès le début. Il y a une cérémonie de clôture, Oui. mais donc on aura chacune une cérémonie et puis des médailles, j'espère, à chaque fois. Bah là, c'est quand même pas terrible. Ce sont on va dire que ce sont des journées de transition qu'aujourd'hui, vers le meilleur, parce que nous n'avons pas encore fini d'épuiser nos potentiels. Certains de nos favoris ne sont pas encore passés. Nous avons pour l'instant 7 médailles, dont 2 en or. Donc avec Vincent Jay et puis Jason Lamy-Chapuis, et puis une médaille en argent avec Déborah Antonios. Eh bien, de toute façon, on est 10e au classement. On est 10e, mais vous savez, normalement, l'objectif, c'est d'être au moins parmi les 10 premières nations. C'est traditionnellement le cas, comme à Turin lors des derniers Jeux d'hiver. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous avons eu de très belles surprises, notamment avec Marie Dorin, qui a été la première à arracher une médaille de bronze. Donc nous sommes à mi-chemin, à mi-parcours. Et sachant que la dernière fois, on était à une petite dizaine de médailles, vous voyez, être à 7 aujourd'hui, ça n'a rien de déshonorant. Brian Joubert, c'est... Ah, mais c'est la loi, c'est l'aléa sportif qui est comme ça. Voilà, il y a des. Vous croyez vraiment? Regardez Jean-Baptiste Segrange. Sa fédération a été dure avec lui. Jean-Baptiste Segrange est un de nos grands champions en ski et qui s'est blessé juste avant. Vous imaginez le désespoir de cet homme que j'avais eu alors en ce moment-là au téléphone, qui ne pouvait pas réaliser son rêve olympique. C'est ça le sport. Voilà, ça fait partie des drames du sport, des gens qui pendant des années se préparent, se sacrifient et puis au final ne peuvent pas aller plus loin, aussi loin qu'ils ne l'espéraient. Et vous, votre boulot, c'est quoi là? C'est pas simplement de leur taper sur le dos et de leur dire non, écoutez, c'était beau, mais ça s'est pas passé. Et puis finalement, c'est quand même pas mal. On a des médailles. C'est quoi votre travail? Les grandes compétitions
Nous sommes là pour voir l'aboutissement en fait d'efforts, de travail, pour la préparation des athlètes. L'essentiel est fait avant, vous savez. Après, sur le championnat, sur les Jeux Olympiques en question, ce sont aux sportifs de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Ils sont tout seuls sur la neige. Aucune médaille en ski alpin, Ramayad. Mais ça va que venir. fait le gouvernement? Ce n'est pas terminé. De toutes les façons, c'est un gros succès populaire. Nous avons 108 athlètes, il y a 80 nations représentées. L'ambiance est très bonne. On veut les médailles. Les médailles, il y en a 7. La dernière fois, on en avait une petite dizaine. C'est pas terminé, on n'est qu'à mi-parcours. Attendez, on n'a pas encore vu concourir certains de nos favoris. Ça va venir, mais de toutes les façons, sachez que ils donnent le maximum et le meilleur d'eux-mêmes. Et vous vous intéressiez sincèrement à ces sujets il y a 6, 8, 10 mois? J'avais des sports de prédilection, évidemment. Oui, non, mais ça c'est comme tout le monde. Oui, mais comme tout le monde. Enfin, moi j'ai quand même pratiqué en club, le basket notamment. Ah oui, ça c'est pas comme tout le monde. Ouais. Bon, c'est pas comme tout le monde. Beaucoup regardé à la télévision le foot et l'athlétisme. Et puis il y a d'autres sports que honnêtement je découvre, que je ne connaissais pas. Mais là on vous a parachuté sur ce job de ministre des Sports. On doit être capable de tout faire. Et je fais tout pour faire ce travail le mieux possible. Et vous savez, je représente un ministère qui est historiquement très ancré dans notre pays. Le ministère des Sports, il est né au moment du Front populaire. Son premier titulaire était Léo Lagrange, qui n'est pas n'importe qui. J'ai d'illustres prédécesseurs, comme Pierre Mazot dans les années 70, comme Maurice Herzog un peu avant, qui a dépétainisé le ministère, dont Pétain s'en a été servi pour ses lois de Vichy. Il y a eu Marie-Georges Buffet, il y a eu Michel Alliot-Marie, donc pas n'importe qui. C'était un ministère où il y a 20 millions de licenciés. C'est le premier mouvement associatif de France. C'est 3,5 millions de bénévoles. Vous imaginez ? Avant, j'avais pas une administration ni budget. Oui. Aujourd'hui, j'en ai un. Ça, c'était quand vous étiez secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Vous préfériez pas ce poste-là, même si effectivement vous n'aviez pas d'administration, que toute la presse a glosé sur les relations très difficiles avec votre ministre de tutelle, Bernard Kouchner, qui l'a même dit publiquement, hein, et qui lui, en tout cas, a eu l'air bien heureux de vous voir partir. C'était pas contre moi. Il avait une conception. Mais vous regrettez pas ce poste-là? Oh, je ferai toujours partie de la famille des droits de l'homme. Quand on a mis le pied dedans, sur le plan affectif, on porte cette cause dans son cœur. Moi, j'ai mené de très beaux combats dont je suis très fière. Je n'aurais pas pensé que cette fonction m'aurait à ce point changé. J'ai partagé les souffrances de peuples étrangers qui nous appelaient au secours, qui attendaient de la France une voix singulière, des positions particulières. C'est l'indépendance nationale, c'est une vision gaullienne qu'il y a de cette fonction. Quand la France ne dit pas la même chose que les Américains, que les Russes ou que les Chinois, eh bien nous sommes tout à fait la France. Et les droits de l'homme font partie du patrimoine immatériel de la France. Je crois qu'ils font la fierté de nos compatriotes. Moi j'étais très très fière, même si c'était difficile, parce que j'avais à affronter ce gros monstre qu'est la réelle politique, mais en même temps, elle était si monstrueux quand il s'agit de défendre les intérêts de la France. Ça fait aussi partie de notre politique étrangère. Et puis moi, je devais incarner... la réelle politique, en général, elle se fait sur le dos, non pas des États et des gouvernants, elle se fait sur le dos des peuples. C'était toute la noblesse de la fonction, c'est-à-dire vous en parlez au passé, la preuve. Oui, mais ce n'est pas fini, parce que dans le sport, je retrouve les droits de l'homme. Ah bon. Je n'ai pas lâché l'affaire, puisque, par exemple, il y a une question qui me choque beaucoup, c'est la traite des sportifs dans le sport, notamment dans le football. Cette exploitation de la misère humaine à travers ces jeunes Africains qu'on fait venir en Europe pour les faire miroiter une carrière de footballeur. J'ai créé un fonds sportif pour la protection de l'enfance qui me permet de lutter contre l'esclavage sportif et la traite des mineurs. Vous voyez, les droits de l'homme, on les retrouve partout. Et croyez-moi, je porte cette cause dans mon cœur. Vous avez accompagné le président de la République en Haïti? En Guyane. En Guyane, oui. Vous n'êtes pas allé en Haïti? Non, je suis ministre des Sports, c'était peut-être pas le lieu indiqué, mais en Guyane, il y est allé parce que je porte un projet qui lui tient à cœur, c'est de faire de la Guyane la base avancée des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Parce que comme c'est tout à côté, c'est à la frontière, l'idée c'est de profiter de cet extraordinaire événement, tout comme d'ailleurs la Coupe du Monde à Rio en 2014, pour que les équipes étrangères et françaises viennent s'entraîner en Guyane et favorisent quelque part à travers le sport le développement économique de la Guyane, la construction d'équipements, d'hôtels, etc. Donc il était parti pour apporter son onction à ce projet après que je m'y sois rendu déjà il y a un mois. Quelle est votre situation aujourd'hui au sein de l'exécutif Je suis membre du gouvernement. Oui, bon, mais ça... Je suis ministre des Sports. C'est votre popularité qui est votre meilleur bouclier? Ah, mais il n'y a pas de bouclier. Nous sommes tous des soldats qui sommes nommés par un président, un Premier ministre qui décide de nous faire confiance ou pas.
Et là, pour vous? Donc, je suis là, je suppose qu'ils me font un peu confiance. Donc, j'essaye de faire le mieux possible pour que cette confiance soit, je sois à la hauteur de cette confiance, voilà. Mais moi, le président de la République est un grand allié en matière de sport, parce que vous savez qu'il dit souvent, il me le répétait encore en Guyane, il dit souvent, même publiquement, j'aurais rêvé de ministre des Sports. Vous imaginez? Est-ce qu'il peut me nommer ministre des Sports en me pensant à mal? Je crois pas. Comment vous décririez votre ambition politique, Ramayad? Vous avez envie d'être président de la République? Comme vous y allez, vous me stressez. On a le temps, hein. Oui, tout à fait. Vous êtes toute jeune. C'est pour ça que je suis un peu stressée par votre question. 2022, etc. Vous avez envie d'être président de la République? Non, mais c'est pas du tout mon obsession. Je ne sais même pas encore ce que je vais faire la semaine prochaine. Entre l'envie et l'obsession, il y a toute une marge. Mais est-ce que vous y pensez? Pas du tout. Non. Non? Non. Vous savez, dans nos vieux terroirs en France, on entend dire quelquefois, l'essentiel, c'est pas d'arriver le premier, mais d'arriver à temps. Permettez-moi de respecter ce précepte. Oui, mais ça, c'est une philosophie qui est c'est une philosophie sage, etc., mais qui est un peu vague. Non, mais très sincèrement, vous qui êtes... c'est très fort, je trouve. Oui, c'est fort, mais c'est vague. Vous qui êtes si jeune, comment vous imaginez votre boulot de politique dans les années ou les décennies même qui viennent? Vous savez, je me suis engagée par conviction, parce que j'avais envie de servir mon pays, parce que j'avais envie de participer au roman national, si je puis dire les choses de manière un peu romantique. Mais c'est comme ça, c'est cette conception que j'ai de la France, une vision assez romantique, l'envie de participer à la construction de son avenir, même à mon modeste niveau, de ne pas subir quelque part. Et tant que je peux le faire, je le ferai. Si je ne peux pas parce qu'on ne croit pas en moi ou que j'ai pas les capacités, je retournerai sagement au Sénat où je suis administrateur. Voilà. Ça n'a pas l'air de vous enchanter. Hein. Ah mais j'adorais ce métier. Attendez, vous rigolez, je me suis battue pour passer ce concours. Ce que vous venez de dire, la définition romantique de la France, etc., c'est beau comme un discours de candidature. Non mais c'est très beau parce que c'est ainsi que je le pense, mais parce que j'ai en moi la conviction, vraiment cheville au corps, que la France, c'est pas un pays comme un autre. Et quand on a la chance de le servir à ce niveau-là, en étant aussi jeune, je mesure l'importance que cela signifie. Donc il faut pas galvauder ça. Et ma seule obsession, c'est au fond, c'est d'être à la hauteur de cette confiance. Et tant que je peux servir, pour ces valeurs que sont l'unité de la nation, l'indépendance de notre pays, pour la cohésion de notre pays, les valeurs de la République, moi je serai heureuse. Voilà, maintenant la page elle est toute blanche et je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Ça me fait un peu peur, mais en même temps. Vous y pensez un peu? Non, c'est excitant de se dire, allez-y. On a des choses à faire et puis on ne sait pas vraiment comment, quand, pourquoi, mais on y va. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Voilà, on verra. On verra. J'irai là où la vie me mènera. Bon, vous iriez chez Quick à Roubaix manger halal ou pas? Ah ouais, là on part du roman national à Quick. Si j'irais chez Quick... C'est aussi ça, hein, la Nation. Hein. Ah, c'est aussi ça, la Nation. Ouais. Ça fait partie de son charme. Oui, j'irais bien chez Quick. Je trouve que cette polémique... ridicule. Du maire de Roubaix excessive. Vous savez, je ne fais pas de cette histoire de nourriture halal un casus belli de la République. La République n'a pas à juger les citoyens français sur ce qu'ils mangent. Moi, je crois que la laïcité, c'est aussi de respecter... Elle se joue pas dans un hamburger en 2010. Non, elle se joue pas dans un sandwich. Non, par contre, effectivement, les questions liées à la burqa, qui mettent en cause la question de la mixité sociale, de l'égalité homme-femme, de l'adhésion à nos républiques, dans ce qu'ils sont de plus ancrés dans notre pays, dans notre histoire, ça vaut la peine d'être une bataille entre républicains et non-républicains. Mais pas un sandwich, excusez-moi. Et moi, je veux dire... Non, mais la question de savoir si le hamburger doit être laïque en France en 2010... Moi, je mange pas de porc. Et puis, des fois, quand je suis sur le terrain, chez moi, je suis au marché, le boucher, il me tend en saucisson. Je suis obligée de le manger, excusez-moi. Alors bon... Et vous n'avez pas l'impression de perdre votre âme. J'espère qu'une fatwa va pas me tomber dessus en avouant ça. Mais je suis obligée de le manger. Bon, pour faire plaisir au boucher qui très gentiment me tend son saucisson. Et puis des fois, c'est pas mauvais. Mais en même temps, j'évite. Quand je suis pas obligée, bon. Et là, vous voyez, je fais un effort vers la République. Je fais un gros effort. Mais pour le reste, écoutez, halal, voilà, si les musulmans peuvent se sentir à l'aise, se dire, enfin, on va pas être obligé d'avaler le saucisson, c'est pas la fin du monde. Et c'est pas un casus belli pour la République, je crois pas. Vous savez ce qu'il y a derrière comme... Il y a des causes bien plus profondes. Et justement, ce qu'il y a derrière, c'est
pour ça que je vous dis ça. Battons-nous pour des causes qui en valent la peine. Je pense que la burqa est une cause qui vaut la peine d'être combattue par les républicains que nous sommes, parce que il s'agit de la mise en cause de notre pacte républicain. Il s'agit de mixité sociale, il s'agit d'égalité entre hommes-femmes. C'est fondamental. Battons-nous là-dessus. Il y aura une loi, d'après vous, sur la laïcité. Il y aura une loi là-dessus ou pas? Je n'en sais rien. Le président de la République a manifesté son souhait d'une résolution d'abord, après une loi éventuellement, pour que dans un premier temps, les républicains de tous bords, de gauche comme de droite, se retrouvent sur les principes fondamentaux de notre République. Et je crois que sur des dispositifs comme cela, c'est quand même pas mal d'avoir un consensus républicain de toute la classe politique. Ça aurait une certaine gueule de voir la France rassemblée, dire non à une certaine forme d'oppression de la femme et s'y retrouver ça. Et quand j'étais, pardon, d'y faire référence aux affaires étrangères, j'ai été dans beaucoup de pays où les femmes, notamment l'Afghanistan, étaient obligées de porter la burqa. Mais quelle tristesse! Je ne voudrais pas de cela dans mon pays, quelle que soit la tolérance que je peux avoir vis-à-vis des cultures étrangères, et moi en particulier. Mais là-dessus, la burqa étrangère à notre culture et en plus elle porte des références qui oppressent la femme et finalement l'être humain. Les profs sont en grève, certains d'entre eux en tout cas, suite à des agressions, des faits divers. Luc Châtel, le ministre en charge de l'éducation nationale, il réclame des pions, il leur donne des états généraux. Ça suffit ? Il y a besoin de réfléchir, il n'y a pas tout simplement besoin de personnel encadrant. Effectivement, il y a eu des agressions récemment, notamment dans le Val-de-Marne, dans le lycée Adolphe Gériou, dans le Val-de-Marne, où on a vu les politiques s'opposer sur les mesures à prendre. Ça veut dire qu'il n'y a donc pas de consensus sur la manière de traiter la violence scolaire. Moi, je pense que l'objectif premier doit être de sanctuariser l'école républicaine. Non mais ça, c'est un mot. Oui, mais d'accord, mais enfin, c'est pas anodin. Je veux dire, aujourd'hui, l'école de la République, elle est ouverte aux 80, tous les problèmes de la société s'y retrouvent. C'est pas normal. Mais ça, vous pourrez monter des murs de 500 mètres, il y aura toujours les problèmes de la société à l'intérieur de l'école. Il faut éviter au maximum. Est-ce qu'il est normal que des personnes fassent intrusion dans une lycée pour agresser un autre jeune? Mais dans quelle époque vivons-nous? Quelque part, pardon de cette réflexion un peu générale, mais il faut de temps en temps prendre un peu de recul sur l'évolution de notre société. Les modèles traditionnels. Mais il y a besoin de policiers ou il y a besoin de pions? Je termine juste là et après je viens. Il y a besoin de policiers ou de pions? Parce que le débat, il porte là-dessus au final. Nous sommes dans une société où les piliers traditionnels que sont l'État, la famille, l'école sont affaiblis par l'individualisation croissante de nos sociétés et par effectivement certains événements nocifs qui viennent les affaiblir. Alors comment on traite? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, à mon avis... Policiers ou surveillants? Ils demandent des surveillants, les profs. Il faut les deux, sans doute. Il faut les deux. C'est-à-dire que les profs, ils en ont marre de faire la sécurité dans les écoles. Ils sont là pour enseigner. Il y en a qui ne prennent plus du tout plaisir à enseigner parce qu'ils passent leur temps à régler des problèmes qui ne doivent pas régler. Ils sont là pour avoir du plaisir, pour enseigner, pour être dans la transmission de la société vers l'enfant. Et donc, je crois qu'il est important. Nous, on a fait des propositions. Mais là, je le dis pour l'Île-de-France parce que ces événements sont passés en Île-de-France dernièrement. C'est de créer des surveillants tuteurs qui allient à la fois police et éducation. C'est important de ne pas être uniquement dans la répression, mais d'être aussi dans l'éducatif. Et nous avons proposé qu'on crée 5000 surveillants tuteurs, en sachant aussi que Luc Châtel lui-même a créé 3000 intervenants sur la répression, sur bien sûr la police dans les écoles, pour éviter ce genre de choses. Allez, une dernière question. Mais il est important qu'il y ait un pacte entre les régions qui s'occupent des lycées, un pacte de sécurité entre les régions qui s'occupent des lycées et l'État, mais qu'il ne s'oppose pas comme on le voit régulièrement. Il nous reste 1 minute 30. On parle beaucoup du salaire scandaleux des traders. Vous qui êtes secrétaire d'État au sport, on peut parler des salaires des sportifs également, qui sont pour certains totalement faramineux. Votre position sur ce point-là? Ils gagnent trop d'argent, vos sportifs vedettes? Moi, mon critère, c'est de mériter l'argent qu'on gagne. Voilà. Bon, ils le méritent? Il y en a, on se demande, d'autres sans doute, parce qu'ils gagnent, parce qu'ils se battent. Vous savez, les carrières de sportifs, c'est pas comme une carrière de trader. Ça dure peu de temps. Deuxièmement, il y a un côté génial dans le sportif qui gagne. Je veux dire, des fois, ils font des choses, moi je suis étonnée, ils font des choses qu'aucun d'entre nous n'est capable de faire. Je vous le confirme. Bon. Donc il y en a, effectivement. Et puis le sport, aujourd'hui, on peut le déplorer, est devenu, à cause de la jurisprudence européenne, quand même, donc c'est pas comme ça, est devenu, notamment le football, un marché.
hélas. C'est-à-dire qu'avant, c'était pas dans le traité de Rome, maintenant ça l'est. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne l'initiative, et c'est le cas, ce sera le cas en avril et en mai, d'un sommet européen du football pour parler de fair play financier, pour parler salaire, pour parler coût des transferts, pour qu'on mette un peu d'équité dans tout ça, parce que nous sommes en période de crise, et c'est vrai que les Français, qui, comme vous le savez, ont traditionnellement la passion de l'égalité, les 3 éléments de la devise républicaine, c'est peut-être ce à quoi ils sont le plus attachés, mais ils ont soif de justice. Et donc c'est important effectivement d'avoir une certaine décence dans les salaires. Merci Ramayad d'avoir été dans ces politiques ce soir. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. D'ici là, très belle soirée, très belle fin de week-end, très bonne semaine. À très vite.